Bien, une nouvelle émission de Parole à l'élu. Mon invité pour ce soir, M. Mathieu Ravignan. M. Ravignan, bonsoir. Bonsoir. C'est d'abord une nouvelle qui est sortie, ça fait vraiment... C'est encore tout chaud dans les journaux, on va le dire comme ça. Concernant les fonctionnaires fédéraux, ils vont devoir, leur empreinte digitale vont être pris, des dossiers de crédit vont être évalués. Pour les fonctionnaires, moi, je vais avoir votre réaction par rapport à ça parce que c'est quand même assez poussé comme mesure, là. C'est assez poussé, effectivement, puis il faut se poser des questions à propos de la vie privée, la protection de la vie privée des gens. J'ai vu que les syndicats ont réagi fortement à cette nouvelle-là. Je suis assez d'accord qu'il faut revoir les directives venues du Conseil du Trésor pour assurer qu'on protège la vie privée de nos fonctionnaires. Puis il me semble que ces mesures-là s'appliquent seulement à des emplois où la sécurité nationale, ça devrait vraiment juste s'appliquer à certains postes. On va voir à quel point que le Conseil du Trésor trouve qu'ils ont raison d'essayer de voir dans la vie privée des gens, mais on va s'assurer d'avoir plus d'informations là-dessus. Parler d'un projet de loi qui a fait la manchette, le C-51, le projet de loi antiterroriste de la part du gouvernement Harper. Moi, je vais avoir la position du NPD par rapport à ce projet de loi-là. Bien, on est très inquiet. Et puis, on n'est pas le seul à le dire. Il y a une centaine de professeurs de droit dans les universités à travers le pays. On a le commissaire à la protection de la vie privée qui a des inquiétudes que, je note, n'avait pas le droit de comparaître en avant de comité pour l'étude de C-51. On déplace, c'est l'expert de la protection de la vie privée des gens. Je pense que quand on donne plus de pouvoir à nos agences de sécurité et d'information, il faut s'assurer quand même qu'il y a un suivi, qu'il y a une façon de surveiller leur travail pour assurer que nos droits ne sont pas brimés. Et puis, malheureusement, on voit très peu d'ouverture par le gouvernement pour faire des amendements qui pourraient renforcer la loi pour assurer la protection des droits et libertés. M. Blaney a comparé le tout à l'Holocauste, qui est quand même un grand pan de l'histoire. Est-ce que vous croyez que c'est une campagne de peur, on va l'appeler comme ça? Oui, je pense qu'on prend des événements qui se sont passés récemment au Canada, la situation, par exemple, au Parlement. On en fait peut-être une plus grande histoire médiatique que peut-être ça devrait avoir. Je ne sais pas que ce n'est pas important qu'est-ce qui s'est passé. C'est clair, moi j'ai été très inquiet de mes employés. Mais là, il faut faire attention il ne faut pas trop réagir fortement. Il faut avoir de l'équilibre là-dedans. Puis qu'est-ce qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est que on refuse d'entendre parler des experts, qu'eux connaissent cette question-là beaucoup mieux que nous. Il y a 4 premiers ministres du passé qui se sont prononcés contre ce projet de loi-là. C'est des gens qui se connaissent. Il y a même des directeurs, des anciens directeurs des services de sécurité et d'information de ce pays qui se prononcent contre. Il me semble que le gouvernement devrait au moins tenir en compte ces opinions et changer leurs lois. Le cheminement de ce projet de loi-là, parce que là, il y a plusieurs personnes qui manifestent quasiment à toutes les fins de semaine. Je pense à la fin de semaine dernière, il y avait quelque chose comme 500 personnes en avant de l'édifice Langevin. Le cheminement de ce projet de loi, on est rendu à quelle étape, là? Bien, là, on est en étude de comité. Les études continuent cette semaine en soirée. Et puis, on est à l'étape de l'étude. Puis, on est aussi bientôt à l'étape de voter sur des amendements. C'est certain que le NPD va apporter des amendements. Et puis, mais on s'attend malheureusement que tous ces amendements-là vont être rejetés par le gouvernement. Puis, on va être dans la situation où il va falloir s'opposer à ce projet de loi-là. Je veux vous entendre sur le fait que ça bouge quand même assez du côté des conservateurs. M. John Baird qui a démissionné, Mme Adams qui est rendue du côté des libéraux. Comment vous voyez ces démissions-là? Comment vous voyez cette dame-là qui est transfuge? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare bientôt? Bien, pour le cas de John Baird, c'est très intéressant. M. Baird, je pense que c'était quelqu'un qui était un petit peu l'attaque-chien, disons, du premier ministre. Il a toujours joué ce rôle-là. Ça nous a surpris parce qu'il n'a pas avisé le premier ministre de sa démission. Ce n'est pas un bon signe. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe dans les rangs des conservateurs.
ils ont peut-être plus confiance dans le leadership. Ils voient que leurs points descendent à travers le pays, leurs chiffres dans les sondages. Ils se posent des questions. Aussi, M. Baird, ce n'est pas des plus conservateurs au niveau social, donc il y a peut-être eu de son côté un questionnement. Mais sans le savoir, on devine, hein, tout simplement. Mme Adams, c'est vraiment une question d'opportunisme politique. Elle a vraiment essayé de se présenter à 2 reprises comme candidate dans des circonscriptions conservatrices, puis là, elle n'a vraiment pas réussi son coup. Elle voulait rester en politique, elle n'a pas eu le choix à passer chez les libéraux. Moi, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable que le Parti libéral l'accepte. Puis aussi juste le choix de trahir ses électeurs parce qu'ils ont choisi la bannière conservatrice dans les dernières élections. Et puis, elle a l'obligation de rester chez les conservateurs jusqu'aux prochaines élections. On parle justement des prochaines élections. Vous m'ouvrez une porte, ça s'en vient très, très rapidement. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr, on est très prêts. Et puis, on a hâte. C'est bien ça. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Harper va les déclencher à l'avance, ces élections? Parce que si je ne me trompe pas, c'est le 19 octobre, la date fixe. Oui, effectivement. Oui, puis je n'ai pas vraiment une opinion là-dessus. C'est un peu de l'astrologie, ça. Les experts disent que oui. Disons que ça ne me surprendrait pas. Mais avec l'ambiance que vous avez en Chambre, l'ambiance qui est au Parlement? Oui, bien, c'est vraiment le timing du budget qui est un peu drôle. On s'attendait à un budget le mois dernier, sinon avant. Et puis, ils rouspètent, puis on se pose la question pourquoi. Peut-être c'est parce qu'ils veulent être dans une situation où ils peuvent annoncer des bonbons à tout le monde et puis ensuite déclencher les élections. On sait vraiment pas. Mais c'est clair que toutes les parties se préparent. On en est là, moins d'un an avant les élections, on se prépare. Comment va la tournée terrain? Vous rencontrez quand même vos électeurs? Oui, j'étais très actif. J'ai fait presque 300 événements depuis que je suis élu. Puis je me promène partout. J'étais à Gracefield. Il y a eu une situation tragique à Gracefield, la perte de 2 enfants. Donc j'étais là pour un souper bénéfice. Et puis aussi, j'étais à l'eau pour un spectacle de patinage fin d'année pour les enfants. Donc moi, c'est un grand plaisir. C'est la partie de la job qui est le plus plaisant, c'est d'aller rencontrer le monde, entendre un petit peu leurs inquiétudes au niveau politique et puis et les représenter puis parler pour eux à Ottawa. Lors des prochaines élections, il y a eu une redistribution du territoire, on va dire ça comme ça. C'est Mme Craig qui est candidate pour le NPD qui va représenter ici Buckingham, la petite nation. Pour ceux qui seraient un peu tristes que vous ne soyez plus le député, Mme Craig, pouvez nous en parler quelque peu? Oui, bien, c'est quelqu'un de très dynamique. Elle est conseillère. Elle a vraiment un bon cœur. Et puis, ça fait longtemps qu'elle aime la politique, qu'elle veut servir ses gens. Et puis, c'est quelqu'un qui est très présent. Et puis, je pense que ça va être une excellente candidate pour nous. Les gens ne sont pas de mauvaise main, là. Non, pas du tout. Et puis, je reste dans la région, c'est l'Outaouais. Et puis, si je peux venir en aide aux gens, je reste votre député jusqu'en octobre 2015, jusqu'aux élections. Et puis, je suis là pour vous servir. Puis après, ça me ferait plaisir d'aider le député ou la députée qui gagne dans la petite nation. Centre Saint-Jean-Bosco à Maniwaki, ça a fait les nouvelles, ça a fait les manchettes, vous avez fait une sortie, vous avez demandé une enquête, mais moi, je veux qu'on recommence du début un peu. Qu'est-ce que ce centre-là? Oui, donc c'est un centre de réinsertion sociale pour les personnes handicapées qui se trouvent en difficulté. C'est pour que ces gens-là travaillent, puis apprennent à travailler. Et puis aussi, ils contribuent énormément juste aux activités, à la vitalité de cette communauté-là. Puis il dessert Maniwaki, mais aussi toute la région de la vallée de la Gatineau. C'est un centre formidable. Et puis, il y a eu clairement des difficultés dans leurs demandes et puis on se pose des questions sérieuses. Quel genre de questions, justement? Qu'est-ce que vous avez fait monter aux barricades? Bien, moi, j'ai monté aux barricades
dès mes élections en 2011, parce que c'est clair qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le dossier. Les gens qui étaient au Centre Jean Bosco me disaient qu'ils avaient été promis une subvention, qu'ils avaient rencontré des fonctionnaires, que tout allait bien, qu'ils avaient rencontré toutes les exigences, tous les critères, etc. Puis là, soudainement, ils n'avaient pas une subvention. Et puis, je voyais que le projet était méritoire. Mais, on est évalué par des fonctionnaires, on croit à l'objectivité de notre fonction publique, puis on s'entend qu'une bonne évaluation s'est faite, donc on a accepté les résultats. Mais là, M. Brazeau, l'ex-sénateur conservateur, a envoyé un tweet il y a 2 semaines qui laissait entendre qu'il y avait eu des pourparlers entre lui, l'ancien député M. Cannon, et puis la ministre dans le temps pour ce programme-là, et puis qu'ils avaient décidé que Jean Bosco allait recevoir une subvention. Et là, on apprend, il y a 2 semaines, qu'il y a un autre projet qui a été subventionné, qui s'avait coté plus bas que d'autres projets, puis qui avait été donné une subvention. Et c'est dans une circonscription à Markham, où il y a aussi une circonscription conservatrice. Donc, là, on a interpellé la ministre. La ministre ne pouvait pas s'expliquer. Et là, on se demande dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé au Centre Jean Bosco? Pourquoi qu'on a oublié le centre? Et puis, moi, je viens juste d'écrire à la commissaire à l'éthique pour voir s'il y a eu la salle politique, la petite politique là-dedans. Un dossier à suivre. Et là, rapidement, je vais vous entendre sur le port du niqab. M. Mulcair a pris position justement dans l'histoire d'une dame qui voulait prêter serment en portant le niqab. Pourquoi cette position-là? Je pense que, essentiellement, M. Mulcair, c'est quelqu'un qui croit dans le droit, il croit dans un état de droit. La Cour suprême s'est prononcée là-dessus. On est dans l'obligation d'accepter et puis de supporter la décision de la Cour suprême. Faut faire une distinction entre le politique puis la législature, sinon ça veut dire que la politique domine les lois, puis ça c'est l'interprétation des lois, puis ça c'est juste fondamental pour notre Constitution puis pour la démocratie. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là. On peut ne pas être ou être d'accord avec le port du niqab, c'est pas nécessairement quelque chose qui me regarde personnellement. Il y a beaucoup de raisons pour se poser des questions sur le port du niqab, mais quand une cour se prononce, je pense qu'on est dans l'obligation de la respecter. Ça fait vraiment détoller les autres partis croix qui vont profiter du fait que le NPD s'est mis en faveur de ça pour gagner des points. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il faut se poser la question, puis tout citoyen doit se poser la question, est-ce qu'on veut vivre dans un état de droit? Ou est-ce qu'on veut, est-ce qu'on respecte la décision des cours? Je pense que tout le monde doit accepter qu'il y a des lois dans ce pays, puis ce n'est pas aux politiciens, puis ce n'est pas aux citoyens de les interpréter, c'est à la Cour. Puis je pense que c'est ça la seule position qu'on peut avoir comme démocrate. Qu'est-ce qui s'en vient pour M. Ravignan? Si. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bon, pour moi, c'est d'être là pour mes gens, puis de toujours être près d'eux. Et puis de présenter des bonnes idées dans la prochaine campagne électorale. Et puis, je suis convaincu qu'on peut faire du chemin ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle l'émission Soyez futés qui suit tout de suite après la pause. Passez une très bonne soirée sur